Et enfin. Test son. Je dis test son. On parle au-dessus de la musique. On parle au-dessus de la musique. Je dis test son. Je dis test son. Alors attention, 3, 2, 1. Et voilà, bonsoir à tous. Bonsoir le chat qui est en feu pour les cheveux de Colin Farrell et la moustache. Vraiment un exemple de masculinité totale. Franchement, incroyable. Mais de toute façon, Miami Vice, c'est la masculinité telle qu'on devrait l'avoir, telle qu'on devrait le faire. En fait, telle qu'on devrait chercher à l'atteindre. C'est pas pour rien que c'est dans mes 3 séries full time. Pour moi, c'est l'emblème. Je me dis, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir des hommes, ressembler à ces gens-là. Attends, voilà, parce que tu dis que Miami Vice c'est ta 3. Non, dans le top 3. Dans le top 3. Top 3. Du coup, c'est quoi les 2 autres séries qui sont au top 3 ? Il y a Les Sopranos, c'est sûr. Masculinité aussi. T'as un petit peu des Tony Soprano, un petit peu, tu vois. C'est différent. La masculinité des Sopranos, disons que c'est pas vraiment un modèle, tu vois. Non, c'est pas. Mais après, c'est difficile j'arrive pas à caler le 3e, c'est compliqué, il y en a trop, tu vois. Mais il y en a 2 sûrs. La 3e, ça peut changer en fonction de la journée, quoi. En tout cas, il n'y a pas The Wire, je vous le dis tout de suite. Hein. Oh, il a pas mis The Wire. Oh, le con. Non, je peux mis The Wire dans les top 3. Il y a peut-être Battlestar Galactica à un moment donné. Ouais. Ah, j'ai jamais vu, tu vois. Ça, j'ai jamais vu. C'est vrai qu'il y a peut-être ça. Jamais vu. Et là, pour le coup, on est dans la déconstruction. La déconstruction. Moi, j'ai la déconstruction, l'idéal masculin suprême avec Miami Vice, et l'incélisme de Tony Soprano. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai le meilleur des 3 mondes. Ouais, je vois ça. Allez, le top 3 série Karim, là. Allez. Mec, non, j'en sais rien. En vrai, je suis un peu trop défoncé, j'en sais rien. Avatar, je crois. Non, il y a Twin Peaks qui va être... c'est vrai qu'il y a... Tu vois, il y a Twin Peaks aussi, c'est pareil. Voilà, c'est dur. C'est dur, ça. Ah bah c'est chaud, toi, ça. Tu vois, il y a The Shield aussi, quoi. Ah, en modèle de masculinité. Après, il est chauve, donc c'est chaud. Ouais, c'est limite contre-argument, The Shield. Marie-Clémentine dit pas Brooklyn Nine-Nine, Karim. Ou je viens de tuer arrosé. Non, mais c'est en vrai, Brooklyn Nine, c'est sur une autre catégorie, ça reste des sitcoms. C'est pas la même chose. Je sais pas. Non, je sais pas, en vrai, je reviendrai plus tard. Je vous le ferai plus tard, en fait. Tu le feras plus tard, d'accord. Ah, elle m'a commandé un costume gris. Ah bah écoute, pour se la jouer Colin Farrell. Écoutez, s'il y a un event qui se met en place cette année pour Shitlist, je viens en costume gris, moustache, cheveux. Moi, en tant que consultant Miami Vice, du coup, je te dirai exactement comment il faut que tu t'habilles. Ok, pas de souci. Mais Miami Vice réellement, c'est pas le film, le vrai. La série, tu veux dire ? Je préfère quand même l'esthétique du film que la série. Mais je veux pas être chiant, je veux pas être casse-couille, mais voilà. C'est la même personne qui l'a faite, c'est Michael Mann dans les 2 cas. Voilà, oui, mais avec 20 ans de différence, tu vois. Donc, Ouais, mais non, je te jure. Non, mais ça va être rigolo parce que justement, il y a Regardez, j'ai une montre. Alizé m'a offert une montre qui est la montre portée par Sonic Rocket dans Miami Vice. Elle est là. Elle est là. Elle est réellement là. C'est plus une montre à la Tony Soprano. Non, c'est la montre de Sonic Rocket dans Miami Vice. On m'appelle déjà Luc le Gonic Rocket. Incroyable. Ça, bien c'est placé. Bien pour placé. Le savoir quand même. Voilà. C'est cette montre. Ah, gros hétéro curieux vibe Sony dans la série. Effectivement, un petit peu, ouais. Salut Aliab. Bien sûr, mais évidemment. Ça aime les doigts qui se baladent, putain. Ah bah, vous avez pas vu ce que m'a dit Marvin en entrant dans le salon tout à l'heure. Il me fait, je vais t'attacher la ceinture dans le bateau. On fera du bateau ensemble, mais je t'attacherai la ceinture. Juste, je t'emmène dans un bateau et je t'attacherai ta ceinture comme Gongli, quoi. Voilà. Ouais. Bien sûr. Comme un ami. Partir à Cuba et boire des mojitos. Incroyable. Ouais, voilà. Incroyable. Bon, écoutez, les gars, est-ce que vous êtes prêts pour on ira prendre le bateau, on ira sur le canal et on ira jusqu'au hangar à bananes prendre des mojitos. Ouais, pour prendre un mojito. Oh la vache. Moi, déjà, tu vois, tu me vends du rêve. J'ai envie que ça existe. J'ai envie que ce moment existe. Mais ça peut exister. J'ai envie. On ira sur la péniche. Le rêve. Bah ouais, moi je suis là pour te vendre du rêve. Le Nantes Dream. Le problème, moi, c'est Commerce Vice. Commerce Vice. Commerce Vice, ouais. Ouais, putain, incroyable. Bon, allez, on va pouvoir commencer cette émission. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Miami Vice, série emblématique des années 80 créée par Anthony Yerkovich, mettant en scène un duo de flics, Don Johnson dans le rôle de Sonny et Philip Michael Thomas dans le rôle de Rico, aura su encapsuler une époque, une ambiance et marquer dans l'inconscient collectif Miami égale cul, drogue, armes et cocktails. Mais surtout une série qui aura dynamisé le genre de série de flics un peu ronflant en quelque chose de plus dynamique, plus profond et plus poisseux malgré le
malgré le soleil et les boîtes de nuit. Forcément, avec un succès pareil, un projet de film était dans la boîte. Il aura fallu attendre un peu plus de 20 ans pour que son producteur Michael Mann ait l'occasion rêvée. Un budget colossal gratifié de la part d'Universal suite au succès de Ali et Collateral dans le début des années 2000. Malheureusement, plusieurs problèmes durant la production vont faire gonfler le budget déjà énorme du film et décaler sa sortie pour finir sur un crash critique et financier pour Universal. Mais Miami Vice méritait-il de se faire autant vilipender par le public ? C'est ce qu'on va essayer de déterminer dans ce podcast. Je suis Luc Lelunet et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non Miami Vice de Michael Mann mérite la shitlist, je suis accompagné du grand, du magnifique, du splendide Marvin Montes, auteur, podcasteur chez Flash Forward. Bonsoir Marvin. J'ai rien à ajouter. Montrez-moi cette montre, montrez-moi votre Croquette Side. Allez-y. Une montre de Sonic Croquette dans Miami Vice. Voilà. Marvin Croquette est avec nous, c'est incroyable. Exactement. Et son acolyte, Sony Berania, j'ai envie de dire. Karim Berania, du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim. Karim Stubbs, ouais. Salut. Karim Stubbs, ça me fait beaucoup trop rire en vrai, ça me fait beaucoup trop rire. Chachette. Allez, je vais vous poser la question parce que j'ai sauté la question Olivier Dahan la semaine dernière, donc parce que c'était quand même un réalisateur dont on s'en battait royalement. Pose-la maintenant, on va y répondre. Votre film préféré d'Olivier Dahan ? Non. Alors, on est déjà la bombe. Non, je déconne. Là, je vais vous poser la question, donc votre relation avec le cinéma de Michael Mann, qui avec une filmo quand même qui est assez conséquente. Hein, on parle de quasiment une douzaine de films, plus si on compte les téléfilms, quoi. Marvin, de ton côté, un peu ta relation avec Michael Mann. Alors, comme tout bon cinéphile, j'aime beaucoup Michael Mann. Vous connaissez Manhunter, le solitaire. Non, mais oui, je sais pas, c'est difficile de pas l'aimer. Moi, je pense pas qu'il ait une film aussi conséquente, hein, parce que 12 films en tant d'années de carrière, finalement, tu vois, en plus les années 80, du coup, vu qu'il est tellement occupé sur Miami Vice, il fait pas grand chose. Donc il a d'autres séries télé, en fait, il fait plein de séries. Ouais, bah oui, voilà. Mais je veux dire, au cinéma, bon, il y a assez peu de faux pas, quoi, tu vois. Je peux t'en citer un sûr, à mon avis, qui s'appelle Public Enemies, tu vois. Ah oui, La Forteresse oubliée, peut-être qu'il a foiré aussi dans les années 80. Ouais, bien sûr, mais ça, c'est compliqué de mettre ça à son crédit, quoi. Donc, c'est La Forteresse Noire ou La Forteresse oubliée, je sais plus. La Forteresse Noire. Mais c'est pas vraiment, pour le coup, tu vois, bon, on n'a pas vu le film tel qu'on aurait dû le voir probablement, donc voilà, je dirais pas ça. Mais oui, bon, bah Michael Mann, c'est compliqué à mon sens, c'est compliqué. Bah, c'est difficile quand même, enfin, tu vois. Alors c'est pas le cinéaste le plus subtil du monde, on en reparlera évidemment, mais bon. Voilà, c'est sûr. Mais bon, c'est compliqué de pas entre Hit, Ali, Collatéral, ce que tu veux, c'est compliqué de pas y trouver au moins une fois de temps en temps son compte, quoi, je trouve. Donc jusqu'à Black Hat, Hacker, c'est très bien aussi. Donc non, franchement, ouais, grosse film, on peut rien dire. Hein. Ouais, parce que là en plus on parle de Michael Mann pour la sortie là dans quelques jours, la sortie officielle sur Amazon Prime de Ferrari. C'est pas aujourd'hui ? Non, c'est dans 2 semaines. Exactement. Ah d'accord. Okay. Eh bien Ferrari, voilà. Ouais. Et je l'ai toujours pas vu, une semaine pour ceux qui écoutent le podcast. Mais effectivement, Ferrari qui est son dernier film et qui va embrayer là normalement sur la production de Hit 2, notamment par rapport à son il y a le roman. bouquin déjà qui est sorti, donc faut voir, ouais. Il y a une espèce de structure comme le Parrain 2 en fait entre le passé et c'est ça, le futur. Apparemment, c'est beaucoup plus un flashback que le présent, mais j'imagine aussi. Je pense que bon, c'est quand même plus intéressant de parler des personnages de Hit, même si de faire un Hit 2, c'est quand même, je sais pas, c'était un projet quand même un peu à la base, quand même un peu casse-gueule, quoi. Après, j'ai pas lu le livre, donc je sais pas ce que c'est. J'en ai entendu du bien. Bon, écoute, on va prendre ça. Karim, de ton côté, la carrière de Michael Mann, qu'est-ce que tu en penses ? Quels sont les films qui t'ont marqué, d'ailleurs, du réalisateur ? Réal cool. Moi, j'ai découvert Michael Mann réellement sur Collateral, que j'ai beaucoup aimé. Ce qui m'a fait ensuite retourner un peu en arrière directement sur Le Sixième Sens, Manhunter. Après, j'ai refait pas mal de trucs. J'avais fait Miami Vice que j'aimais bien. Public Enemy, ça c'était pas bien. Ouais, j'ai refait la filmo. Et Ali, désolé, hein. Ali avec Will Smith. Ouais. C'est ça, c'était bien. Bah, en vrai, Michael Mann, c'est un réalisateur que j'aime bien. C'est super, Ali. Quali et relativement élégant. Pas dans ce qu'il veut raconter, pas forcément dans ce qu'il montre, mais dans sa manière de faire, je trouve c'est un réalisateur qui est très très élégant, c'est toujours très agréable à regarder, malgré ce qu'il veut te dire, tu vois. Donc il a un peu tampon quali, Michael Mann, tu vois. C'est même quand c'est pas ouf, il y a un côté quality permanent, tu vois. On n'a pas cité le film qui est peut-être en fait le meilleur, c'est peut-être Révélation, quoi. C'est incroyable. Par contre, on est désolé les Manzouz, hein. Enfin voilà, hein. On sait que tous les 3 jours vous tweetez dessus, mais Public Enemy c'est naze. Hein.
Voilà, moi, je suis désolé. j'ai pas vu ce Ah, si, gang si, je te de jure, réhabilitation si. depuis le Ah bah si, beginning. parce que vu un Manzouz, pour lui, il n'y a pas de mauvais man. Ah ouais, d'accord. Donc, Ah, déjà, il y a Public Enemy, problème. Déjà, moi, je pense qu'il y a problème, déjà, quand ah, même. déjà, il y a un problème. Il y a un Tu souci, là. vois, le film dont on va parler ce soir, pour eux, ça reste c'est Citizen Kane quand même. Hein, tu vois, je veux dire, bon, on verra, mais faut pas déconner. Mais voilà. Et Public Enemies, non, c'est pas. Ah, je pense qu'ils veulent parler de la Citizen Kane, de la caméra numérique, peut-être. Mais je pense qu'il l'a déjà fait, en fait, avec Collateral. Donc, Grave. Il voilà. allait moins loin, Collatéral, mais. Oui, bien sûr, il n'y a pas de plan de bateau, il n'y a pas de Peut-être plan de taré. que du coup, c'était plus mesuré. C'était peut-être pas mal aussi. Bon, en tout cas, moi, je trouve, hein, de toute façon, sa carrière, elle est incroyable de bout en bout. Après, il a eu des grosses périodes de creux, effectivement, en termes de cinéma. Mais la période, je dirais, entre Hit et Miami Vice, où il enchaîne des tubes, en fait. Donc, il y a Hit et Révélation, il y a Oui. Ali, et Ouais. Collateral et Miami Vice. Je veux dire, rien que ça, tu fais Voilà, je bon. veux dire, qui a ce run-là, bon, pas grand monde. Hein. Non, Chef. clairement. Après, je pense que, et je sais que c'est beaucoup reproché, hein, Michael Mann, c'est considéré un peu comme, je veux dire, les films redondants et un peu chiants, de la part peut-être du grand public, du fait que ce soit très contemplatif, Ouais, d'accord, ouais. et que ça joue beaucoup sur les personnages, sur leur façon de penser, le fait qu'ils sont un peu en décalage, des fois, enfin, je sais que Ouais, des fois ouais, c'est un peu puis rebutant. il est un peu considéré malgré lui comme un espèce d'emblème du cinéma masculin, tu sais, à cause de Hit et ce genre de choses, quoi. Ce qui est pas très, très pertinent quand on regarde, mais c'est un peu ça genre, je lis, en tout cas, souvent ce discours. Bah, des Voilà. personnages qui sont un peu, oui, enfin, entre guillemets, droite libérale, dans le sens où c'est des gens qui veulent, qui sont pas en accord avec leur société, enfin la société actuelle, et qui essayent de s'en sortir en Ouais, brisant c'est les ça, règles, ouais. entre guillemets, quoi. Le fait que ce soit un cinéma quasi exclusivement d'hommes, tu vois. C'est ça Oui aussi, aussi, oui. quoi. Ah oui. Ah, Ah, ça, pour le coup, il a, en même temps, le mec à quel âge? Il a 80 ans, donc bon, ouais, après il a la même je- non, génération que Ridley non. Scott, donc bon, c'est compliqué, Hmm. c'est Ouais, bon, compliqué c'est aussi. sûr qu'il y a un delta idéologique, mais bon, c'est pas pareil. Et puis c'est pas si évident que ça, en fait. De dire ça, C'est vrai. Mm. Mais on en parlera bien entendu pendant Miami Vice, Évidemment. évidemment. Donc on va lancer la bande-annonce. J'espère que vous avez ressorti tous vos t-shirts Linkin Park parce que ça va y aller là. Je vous l'ai mis quasiment 2 fois la bande-annonce, juste pour le kiff du riff de Linkin Park. Voilà, j'espère que. Ouais, alors j'ai The Derek qui dit je prends de la testostérone en intraveineuse là. Ouais, effectivement, hein, la bande-annonce Grave. elle vend du rêve. Hein. La bande-annonce c'est des bateaux, des La guns, bande-annonce, Colin ce n'est pas le Farrell. film. Ah non, mais du tout. Non, Et mais c'est. peut-être que les gens se sont dit trop bien et en fait ils ont été dépités, je pense. Bah, c'était ma réaction quand j'avais 14 ans. Ouais, je vous aurais Oui, raconté bah vite oui, fait, mais je oui, l'ai oui. téléchargé en DivX quand Il y j'avais a, il y a 14 ans. 2-3 ans, quoi. Et oui, il y a d'autres. Et du coup, quand je l'avais vu la Ouais. première fois, effectivement, j'étais elle est où l'action là? Elle est où l'action? Ouais, je l'ai à la fin, mais bon, tu Pas tapes la 2 heures bagarre, y a pas la 2h30 de bagarre. film Pas la bagarre, putain. de spleen quoi. Oh les Euh... gonzesses, c'est quoi la bagarre? les gonzesses. Miami Vice, sorti en août 2006, produit par Universal avec un budget de 135 millions de dollars, photo de Diane Bibi, réalisation par Michael Mann sur un scénario qu'il coécrit avec Anthony Yerkovich, basé sur la série télé Miami Vice, diffusée sur NBC entre 84 et 89, que Michael Mann et Anthony Yerkovich produisaient à l'époque. La musique est gérée par John Murphy avec une BO qui propose du Moby, Mogwai, Linkin Park, et les scènes de cul sont sponsorisées par Chris Cornell et son groupe Audioslave. D'ailleurs, faut le noter, une scène de cul, Alors, Audioslave. Voilà, c'est gigantesque vraiment sur fan le... d'Audioslave. Alors, on est passé de une scène de Coyote Audioslave à une scène de cul Audioslave. Entre Ouais. Collateral et Miami Vice. Effectivement. Ouais, donc c'est pas mal. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé entre les 2 ans là, mais il a dit. Je pense Ouais, qu'il aime Très juste vite. énormément Audioslave, je pense. Ah, mais il en Pour met le coup, partout, putain, mais il a un même, petit temps d'histoire. même sur Tokyo Vice, le premier épisode qu'il a Oui, réalisé, oui, Audioslave. Ok, d'accord, bon, pas de Audioslave. souci. Normal. Pas de Normal. problème. Pas de problème. Suite au meurtre de 2 agents fédéraux et la famille d'un informateur, Sonny Crockett, interprété par Colin Farrell, et son coéquipier Ricardo Tubbs, sous les traits de Jamie Foxx, enquête sur la fuite d'informations qui a causé le massacre. Et quel massacre? Alors, je pense pas que ce soit un massacre, moi personnellement, mais Karim, qu'est-ce qu'on a Ok. pensé du film? Ok, meilleure transition Ah ouais, ever. non, mais là, vraiment, j'ai tu l'as vu rattrapé, arriver. bam bam, et là, retournement de Ouais, situation, schlack. putain. Voilà. Roulade. Ouais, tu m'as attrapé comme début. Non, en fait, le film vient. Miami Vice, c'est un film que c'est la deuxième fois que je le voyais aujourd'hui. Je l'avais vu il y a 4-5 ans.
Je vais être mépris sur ce que j'attendais du film la première fois que je l'avais vu, hein. Moi, j'avais un souvenir très, 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 très lointain de Miami Vice. Je pense que j'ai plus un souvenir des parodies de Miami Vice que de Miami Vice en soi. Ah Je oui. voyais ça comme quelque chose de vraiment beaucoup plus bourrin, machin, tout nia. Bon, la série est sûrement comme ça. Et donc, quand le film sort et que je le chope en sûrement DivX moi aussi, je m'attends à un Bad Boys like, tu vois? Ouais, Et ouais, c'est ouais. pas vraiment le cas. Après, premier visionnage, je pouvais pas trop déranger parce que factuellement, je trouvais le film quand même assez cool, comme je le disais, élégant, qui se met bien dans l'ambiance, suite, ça allait. Je le revois aujourd'hui et ça marche encore mieux en fait, vu que j'ai plus ces attentes de merde en fait et que je sais dans quel projet je me mets. Le film en fait il devient grave cool. L'idée de faire vraiment un film d'infiltré réellement en fait, hein, avec une ossature autour d'une histoire d'amour qui c'est couillu. Je m'attendais quand même pas à ça, tu vois, tu sais, objectivement, tu vois, même si je sais que Sony il est assez chaud de la meuf, je m'attendais pas quand même à ce qu'on te fasse une romance dissimulée en mode narcotrafiquant infiltré. Mais en vrai, ça va, ça marche pas mal parce que bah, Colin Farrell sur le coup fait bien l'animal en folie, je veux dire avec ses genres, je ne peux pas contrôler mon corps, mes hormones et cette envie de te posséder. Quand Euh, je me lève pendant la transaction et je c'est l'emmène en absolument bateau. absolument fou. Tout ça à cause grâce à un regard, je veux dire, Ah Mais ouais, c'est c'est son pas, regard est-ce de que c'est pas, bovin là, quand son regard de mais, bovin là, quand il regarde la voiture en train de se Luc, barrer là, c'est est-ce que incroyable. c'est non pas mais, ce qu'on voudrait tous être finalement? mais en Ok. fait c'est ça le tout le La truc question qui se est pose cool. réellement. Moi j'ai pris mon costume, hein. Ouais, bientôt la chemisette hein, cet été, moi les gars. Chemisette moustache. Hein. Ouais, bah, Bah Ouais, ouais. je comprends, mais surtout, je veux dire, c'est un homme d'action, tu vois, un homme qui parle pas, un homme qui y va, tu vois. Ouais, donc le film, globalement, il est vachement bien, hein. Il y a, alors, excusez-moi, ça m'a perdu là, le coup. J'ai repensé à Marvin et Luke et l'attachage de ceinture. ouais. Euh, On peut même plus s'attacher sa ceinture De toute maintenant. façon, on peut ouais, plus se toucher la ceinture. Là. On peut plus rien faire. Non, il y a beaucoup de choses que j'apprécie. Il y a beaucoup de choses que j'apprécie dans le film en fait. Il y a un côté que j'aime beaucoup, c'est que le film est très peu explicatif. Alors, c'est à la fois un défaut, mais par exemple sur le personnage, il y a zéro explication. T'as pas de lore, ainsi de suite. Et Euh, si tu connais Puis rien des tu vois les personnages, deux personnages qui sont déjà. En fait, il y a rien à expliquer, ils sont déjà potes comme pas possible. Tu vois, ils sont cul comme Mhm. chemise, mais tu. alors, Voilà. en fait, ça me dérange pas. Ça me dérange un peu plus quand même parce ils ont une espèce d'army man, enfin ils ont une espèce de gang avec eux, un crew, tu vois, tu sais, qui malheureusement sont vraiment des personnages fonction parce que je ne peux citer le nom de aucun personnellement, qui est assez triste parce Mais qu'ils sont ma ouais, foi je pense qu'ils sont même pas caractérisés en fait. Hein. ouais, Il y Ouais, a ils rien sont du ça tout. juste c'est un en peu groupe. Hein. triste. Et le truc qui est con, c'est que, alors, la dynamique aussi, elle est un peu foirée dans le film, dans le sens que Colin Farrell, Sonny, il a son film, il a son histoire, et il a son acolyte, Jimmy Fox Stubbs, qui est vraiment son acolyte, et en fait, qui, je trouve, malheureusement, et alors j'ai rien contre ce que fait Jamie Foxx, c'est vachement bien, en vrai, il le fait bien, mais on le voit pas assez, c'est juste un mec, en fait, qui sait conduire des choses, et qui est pratique, en fait, pour faire des scènes de duo. Il a quoi, un arc qui, alors, ma foi, important, en fait, quoi, je veux dire, mais il y a juste une scène qui est très très cool, hein, la scène du sauvetage de sa nana qui fait partie de l'équipe, où la scène est assez cool, pas mal de tension, ainsi de suite. Mais ouais, un peu dommage parce que je m'attendais à un truc un peu plus duo et je trouve que le film il est assez scindé et qu'il y a beaucoup plus de rigots que de Tubbs. Mais après, le film est vraiment cool, hein, les 2 heures elles passent. Alors j'ai pas vu la version longue, je sais pas si elle apporte énormément de choses, Non, non, non. factuellement. D'ailleurs, Il je y vais a trop, répondre à une il y a question. trop Il y a un gros situé. problème de scénario, c'est pas qui est la taupe du FBI. Ouais, et c'est pareil, en fait, il y a plein de trucs laissés en plan dans Et le on film. s'en fout en On fait. s'en fout. Bah, c'est ça, en Mm. fait, clairement, c'est parce que t'es pas dans un film d'enquête, pas un film infiltré pour l'enquête, ainsi de suite. T'es pour une histoire entre des gens, L'ambiance. une Mm. histoire d'amitié, une histoire d'amour, l'ambiance. Ça reprend les codes. Il y a vraiment un truc que j'aime beaucoup, hein, toutes les scènes de nuit, bon, il y en a beaucoup, elles sont très bien réalisées. La scène d'intro, en fait, dans le club, moi, par exemple, une intro comme ça où tu comprends R, sauf que, bah, en fait, t'as 2 flics et tu comprends relativement qui est avec qui, ainsi de suite. Ouais, je trouve ça super efficace. Donc c'est un bon film. Enfin, je veux dire, je comprends pas pourquoi il a été boudé. Si, je comprends pourquoi il a été boudé, parce qu'il y avait plein de connards comme moi qui voulaient Bad Boys 2, voilà, ou Bad Boys 3 dans l'idée, tu vois. Mais en vrai, non, pour moi, je trouve ça ultra cool. Et j'ai appris que plus tard, en fait, que Michael Mann, il était producteur de Miami La Vice, série. alors, Mm. la série. Et alors, je sais pas, Marvin le saura sûrement, il me corrigera, mais je sais pas, je trouve ça ultra cool. J'imaginais une série qui était burnée, tu vois, tu sais, un peu testostéronée, pas concon mais burné, tu vois, avec beaucoup de trucs qui explosent, et de voir que l'adaptation au cinéma se fait pas à contre-pied, tu vois, tu sais, mais genre apporte un autre pan, tu vois, tu sais, on va dire pas forcément psychologique, hein, c'est pas Ice by Shot le truc non plus, mais qui se veut plus voilà, sur les sentiments, tu vois, tu sais, sur les ressentis, l'histoire de confiance et tout. Je sais pas, je trouve que ça fait un peu complétude du projet et je Oui, c'est trouve un ça cool. complémentaire, c'est clairement complémentaire. Ouais. Bah c'est une vraie continuité quoi. Ouais, ouais. Oui, mais enfin, je veux dire, enfin, oui, il y a quand même, voilà, c'est l'un peut vivre sans l'autre aussi, quoi. Clairement. Ouais. Donc Mais il va ok. finir là-dessus, c'était cool.
Ok, c'était cool pour Karim. Ouais, donc en fait, la série, tu t'en parleras un petit peu, Marvin, hein, je te laisserai. Ouais. Bon, voilà, qui a été quand même un énorme succès. Bon, oui, ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois durant l'émission. Pour le casting, en fait, alors, il y a une explication aussi, je te dirais pourquoi Jamie Foxx, on le voit pas beaucoup. Il y a aussi une explication un peu logique là-dessus. En fait, déjà, pour changer, Jamie Foxx donc, a été choisi par Michael Mann suite au succès de Collateral, déjà. Jamie Foxx, lui, il a été déjà... là, il venait d'avoir son Oscar pour le film Ray. Déjà, donc il était quand même là, on commençait à vraiment devenir le top du game en termes d'acteurs. Il était dans la A-list. Et Don Johnson avait suggéré justement à Michael Mann de prendre peut-être avec Jamie Foxx. Du coup, il avait demander Colin Farrell en fait pour jouer Crockett. Alors, les deux sont partis en stage pour devenir des flics infiltrés. Y a tout le making of en fait explique le fait qu'ils ont travaillé avec des flics sous couverture et qui ont eu plusieurs témoignages. Ils ont fait même des entraînements en fait de. Ça, il le faisait déjà pour la série, en fait. Ouais, mais ça c'est Michael Mann tout craché, c'est que lui c'est il aime complètement l'hyperréalisme. Faut vraiment que tout soit comme dans la vraie vie entre guillemets. D'où son en fait sa fâcheuse tendance des fois aussi à tourner un peu en mode. Vas-y, on s'en fout, on va là, tu vois, vraiment avec des gens qui sont pas forcément au courant qu'il y a un film, et que ce soit aussi, il engage des criminels des fois pour faire des figurants ou pour sécuriser le plateau de tournage, quoi. Donc ce qui a cette fâcheuse tendance à faire ça, au fait, vraiment pour être dans l'ambiance, quoi, pour vraiment être dans le côté, je cherche vraiment la réalité, quoi. Limite, il veut faire en fait son film une sorte de docu-fiction aussi quelque part, tu vois. Donc il y a ça qui était assez drôle, mais en fait Jamie Foxx, pourquoi tu vois qu'il y a une espèce de pendant un moment il est pas là en fait. C'est parce qu'en fait pendant le tournage, et là on revient en fait sur la méthode de Michael Mann en fait, c'est que sur le plateau de tournage, c'était en République dominicaine, il y a eu un échange de tirs en fait juste à côté du tournage. Et Jamie Foxx a fait ouais non. Ouais les gars, je suis pas assez payé pour ces conneries. Donc il s'est barré sans prévenir la prod, il s'est barré. Il est retourné aux États-Unis. Donc en fait, du coup, lui, il voulait pas du tout se ressortir après des États-Unis. Il a dit non, je vous démerdez, j'en ai rien à foutre. Pour le coup, en fait, alors ils ont dû modifier en fait le film. Donc c'est-à-dire que le scénario a été tourné un petit peu. Enfin, le film, au moins la moitié du film, je pense, qu'a été tourné un petit peu en scénario, en disant scénario d'urgence un petit peu. Et pour le coup, ils ont dû situer. Normalement, la fin devait se situer en Uruguay. Ils ont situé la fin à Miami. En fait, ils sont retournés à Miami pour retourner la fin pour que Jamie Foxx soit présent dans la dernière partie du film. D'où avec sa compagne qui se fait exploser à un moment donné. Enfin, il y a toute cette situation-là. Et pour le coup aussi, bon, il y a eu d'autres problèmes de tournage. Colin Farrell, à un moment donné, ils ont dû faire une petite pause de quelques jours parce qu'il a fait une overdose. Parce qu'on est sur la période aussi Colin Farrell qui s'envoie des bouteilles de whisky, de la cocaïne, de la ça se meth. voit. Hein. Ça se voit. Un peu fatigué. Son regard n'est pas forcément non plus quelque Légèrement, chose de très naturel. Un peu boudiné dans le t-shirt. Quoi, voilà, un petit peu, ouais. Voilà. Donc, non, il y a vraiment cette... voilà, on a aussi Colin Farrell qui était un petit peu sous emprise, qui fait une overdose, donc ils ont dû faire une pause sur le tournage. Et ça s'entraînait plein d'emmerdes. Il y a aussi eu un ouragan l'ouragan Katrina qui avait détruit les décors, donc ils ont dû retourner, se dire bon, on va tourner dans les endroits, on va essayer de se démerder autrement. Donc ça décale en fait, ça a décalé la production, ça a forcément induit des coûts. Et en fait, on ne sait pas, en fait, la production déclare qu'ils ont fait 135 millions de dollars pour produire le film, mais les rumeurs, notamment de chez Variety, disent en gros que le film a coûté 200 millions. Et là, on parle de 200 millions en 2005-2006. C'est-à-dire un film de 200 millions, c'est de la budget moyen pour un film Marvel, mais dans les années 2010. Donc c'est vraiment, là, pour le coup, un film qui coûte vraiment une blinde. Et l'Universal, en fait, quand ils ont le projet final, Michael Mann, voilà, il avait quand même il avait la confiance totale du studio. Il livre, et ça peut-être on en parlera avec Marvin, mais il livre quand même un film qui est plus dans un film de mood, je dirais, que d'un film réel d'action, tout ce que tu peux attendre, entre guillemets, d'un truc qui est marketé Miami Vice. Ce qui fait qu'en fait, la production et le service marketing d'Universal se retrouve avec le film et s'est dit comment on va le vendre, on est dans la merde. Donc le trailer que vous avez vu, c'est vraiment ils se sont dit bon, on va condenser tout ce qu'il y a entre guillemets d'action dans une putain de bande-annonce d'1 minute 10 avec du Linkin Park pour
voilà, dire en fait, en gros, voilà ce que vous allez avoir, du Bad Boys, Michael Mann qui se transforme un peu en Michael Bay. Voilà, démerdez-vous, vous avez ça en salle. Moi, ce qui va pas du tout passer, parce que déjà, la presse n'était pas prête, je pense, pour ce genre de film, à l'époque, moi du moins, pas aussi ouvert. Et t'as aussi les spectateurs qui ont vu le film, qui ont dit, tout bonnement, c'est 2h25 de spleen, j'en ai rien à foutre. Clairement, ils ont passé le mot, et voilà, ça s'est planté. Alors, je sais pas combien ça fait d'entrée en France, je pense pas que ça a dépassé le million. Mais en tout cas, ça a pas fait un grand chiffre parce que le film, en gros, a coûté énormément à l'Universal, qui, en gros, a un peu grillé aussi Michael Mann derrière pour faire des films, qui s'est rattrapé avec Public Enemy, mais bon, ça a pris 4-5 ans, je crois, pour qu'il y ait Ouais, mais bon, avec c'est la fin de ces grandes années. Clairement, c'est la fin du mojo Michael Mann, quoi. Donc voilà pour ces petits problèmes de production, voilà, qui est absolument sympa. Petit fun fact d'ailleurs, ils ont eu, pendant une scène de voiture, là, de course, quand ils ont tendance, parce que c'est pareil, c'est des voitures lâchées en 200 km/h par les acteurs, conduits par les acteurs. C'est pareil, ils ont failli se manger une vitre, parce qu'il y avait vu des tempêtes. Il y avait une tempête du coup, parce qu'on le voit à un moment donné, il arrive à choper une scène qui est quand même plutôt pas mal, où t'as Colin Farrell qui avance avec des guns, prêt à aller se bousiller, et il y a un orage derrière, je sais pas si vous avez vu. Ça c'est pareil, c'est une super scène. Et en fait, c'est qu'il y a vraiment un ouragan, enfin une tempête. Et en fait, il y a eu une vitre qui a failli les dégommer pendant le tournage où ils étaient en bagnole, quoi. Donc voilà, plusieurs problèmes comme ça, vraiment le film maudit, quoi, totalement. Et Marvin, je vais te laisser du coup. Miami Vice, le film, la série, vas-y. En fait, t'as raison, c'est un film invendable. Malgré le fait que Michael Mann soit extrêmement bankable à ce moment-là, parce qu'il est quand même sur le run un peu sans faute, quoi, depuis Hit, on va dire. Et je pense que s'il est vraiment invendable, c'est parce que, justement, il y a une espèce de giga mésentente autour de Miami Vice, la série. Autour de l'image qu'on peut en avoir aujourd'hui et de ce qu'elle était vraiment. Parce que c'est pas du tout le truc qu'on a encore dans l'imaginaire collectif de séries super kitschouille emblématiques des années 80. Oui, ça l'est, mais c'est pas que ça, en fait. Et en fait, t'es obligé de revenir justement aux deux personnes qui sont encore impliquées dans le film. Donc il y a Yarkovitch d'un côté, qui est le fameux type à l'origine de l'idée du concept qui s'appelait MTV Cops. Hein. C'était vraiment ça à l'origine du truc. C'est qu'il fallait faire un cop show pendant les années MTV. Donc c'est comme ça qu'on le vend, hein. C'est pas l'idée de Michael Mann, mais Michael Mann il arrive après. Mais bon, en tant que producteur exécutif, forcément il y a beaucoup de lui dans la série, hein. Enfin, il est producteur exécutif et on peut dire que toute l'esthétique de Miami Vice, qui est même pas une esthétique qui fait partie des années 80, puisqu'en fait elle est quasiment initiatrice de toute la pop culture des années 80, en tout cas de ce pan-là de la pop culture des années 80, quoi. C'est littéralement Miami Vice. C'est des choses que Michael Mann a créées, en fait. La manière de filmer Miami, de l'embellir comme ça. Ce qu'il a fait avec les costumes, les véhicules, tu vois, c'est lui qui demandait à sa chef costumière d'aller dans tous les festivals de mode du monde pour faire en sorte que ces personnages portent que des fringues de haute couture européens, tu vois, ou qui ne roulent que dans des voitures européennes. En fait, cette espèce de contraste-là, cette espèce de look un peu bizarre, tu vois, au moment de la sortie que ces personnages avaient. Ouais. C'est de son fait. En fait, cette imagerie-là, elle émane directement de lui. Tu vois. Mais Miami Vice, comme on a dit, c'est pas que ça. C'est aussi une série qui est finalement assez vénère, en fait. Qui bénéficie déjà de l'hyperréalisme de Michael Mann. C'est-à-dire, la plupart des épisodes, c'est, même quand ça parle de trafic d'enfants, quand ça parle de trucs de fusillades super violentes, c'est des vraies affaires en fait de la police de Miami. Ils avaient des consultants en permanence, enfin ils ont des personnages qui tirent quasiment à vue, qui flinguent le monde entier, tu vois. Je veux dire, c'est pas du tout une série, tu vois, il y a la traduction française de Flic à Miami, tout ça, c'est pas ça. Ça fait un peu genre petit voyage, tranquille. Voilà, Miami Vice, c'est pas ça du tout. Il y a quand même quelque chose de très 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 sombre là-dedans, et jusqu'au bout, hein, jusqu'au dernier plan du dernier épisode. C'est pas la série qui, en dehors de son esthétique, respire le plus l'espoir, en fait. Hein, pas du tout. Et donc, si je disais ça, c'est parce qu'à mon avis, il y a une espèce de mésentente autour de ce que les gens ont vu et de ce que les gens s'imaginaient de la série. Et s'imaginent peut-être encore aujourd'hui de la série. Ce qui fait que ça peut paraître un petit peu paradoxal, alors que pour moi, c'est une vraie continuité. C'est-à-dire qu'on retrouve Yarkovitch et Michael Mann. Et pour moi, Miami Vice, en fait, c'est Michael Mann, après 15-20 ans d'expérimentation, tu vois, entre Miami Vice et la sortie du film,
est un peu dépouillé de tout, de toutes les embûches de prod en fait, de tout ce que la chaîne voulait quand il devait sortir. Tu vois, c'est-à-dire le côté MTV Cops, tout ça, on dégage et il reste plus que ce qui infuse un peu de Michael Mann dans Miami Vice parce que finalement le film dans ce qu'il raconte, dans ce côté un peu tragique, ce truc de spin de 2h20, en fait c'est Miami Vice sans son esthétique de l'époque quoi. Mais c'est à peu de choses près. Ça raconte plus ou moins la même chose. D'ailleurs, en fait, pour tout dire, le film, je crois, c'est 3-4 épisodes de la première saison qui sont imbriqués ensemble. C'est à peu près ça, le scénar du premier. Je pense que c'est pour ça qu'Yarkovitch est crédité, c'est parce qu'en fait, lui, il écrivait déjà la série. Et je sais pas s'il a vraiment réécrit le film, mais je crois que c'est 3-4 épisodes de la saison 1 qui sont plus ou moins imbriqués ensemble, et ça donne l'intrigue du film, quoi, à peu près. Donc en fait, moi, je trouve que c'est un truc cohérent. Après, est-ce que c'est vraiment... bien, est-ce que c'est un des sommets de Michael Mann? Je ne pense pas. Tu vois, je pense que cinématographiquement, il a fait beaucoup mieux avant et même après. Après, c'est un film qui est super cohérent et qui est le bon film au bon moment dans son parcours, quoi. Tu vois, je veux dire, il sort de Collatéral, il a commencé à expérimenter le numérique. Bon, bah là, c'est la roue libre. Voilà, il y a sa fameuse caméra, la Thomson Viper, là. Sa fameuse caméra, il en a fait la promo toute sa vie, là. Bon, bah voilà, je veux dire, il l'utilise en permanence dans Miami Vice. Tu vois bien comment c'est filmé. Vous avez vu comment ça filme la nuit? Il n'y a pas besoin de lumière, pas besoin de se casser le cul, c'est vrai que tu vois ça aujourd'hui, tu dis, bon, on dirait que c'est filmé. Tu vois, tu peux avoir tendance à dire, parce qu'en fait, ça fait tellement partie maintenant de l'industrie de manière complètement banale. T'as tendance à te dire que le numérique de l'époque, tu vois, tel qu'il était utilisé, c'était un espèce d'effet caméscope et tout, mais faut pas oublier que c'était vraiment révolutionnaire, hein, une manière de montrer la nuit comme ça, de manière aussi détaillée, aussi brute. C'est un truc que avant Collatéral, finalement, on connaissait pas beaucoup, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il en a mis partout dans Miami Vice. Voilà, la scène de la poursuite en bagnole dès le début, c'est littéralement ça, quoi. J'ai pris ma caméra numérique, je me suis mis dans la voiture et c'est parti, quoi. Et voilà, donc. Et je trouve que le film, il a plein de trucs bizarres d'anti-film bankable, d'anti-blockbuster qui le rendent flamboyant, quoi. Moi, j'adore son rythme, par exemple. Tu vois, le fait de toujours couper sans montrer. C'est un espèce de film sans description. Tu vois, comme le type qui se fait rouler dessus dans la première scène. Au moment où tu vois une espèce de traînée de sang qui commence à apparaître, paf, tu coupes. Et voilà, et il fait ça tout le temps. C'est un espèce de film d'action sans description qui est quand même un truc assez particulier, quoi. Quand même, hein, je veux dire, bon, c'est vrai que oui, si tu t'attends à des explosions, des fusillades, bah, en fait, t'en as vraiment pas. Et même la scène finale, elle te donnera pas ce que t'as envie de voir, en fait. Non, tu vois juste des gens qui sont en train d'en chier, de s'envoyer des balles, et voilà, quoi. Il y a pas de mort, quoi. C'est pas du tout le principe, quoi. Mais moi, en tout cas, je trouve que ce que le film fait, il le fait incroyablement bien, quoi. En tout cas, je pense que c'est le sommet de son expérimentation, on va dire. De son utilisation du numérique. Et puis, il y a cette espèce de sens du tragique, c'est pareil, c'est Hit x 1000, quoi. Hein. Il y avait déjà ce truc-là dans Hit, justement, surtout au travers de Robert De Niro. Là, je veux dire, Colin Farrell, c'est le stade supérieur. Qui regarde l'horizon lointain. Mais tu vois, il arrive à rendre un plan d'un type en chemise blanche, le mulet au vent dans un hors-bord lyrique. Profond. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, tu vois. Voilà. En plus, il y a Gong Li, donc bon, qui s'appelle Isabella dans le film, mais bref, passons. C'était un débat qu'on a eu avant l'émission. Non, on n'aura pas ce débat. Mais bon, voilà. Pas ici. Mais en tout cas, elle est au centre. En plus, elle est totalement au centre du film, quoi. Et moi, c'est pour ça que je trouve que ils ont dû s'arranger un petit peu des indisponibilités de Jamie Foxx, mais finalement, ils ont quand même des parcours qui se répondent assez bien. Tu vois, je trouve vraiment que la séquence finale, au moment où, on va dire, l'espèce de romance tragique de Sony s'arrête, le fait qu'elle rejoigne Jamie Foxx à l'hôpital, au moment où lui récupère sa femme, il y a quand même un truc qui marche assez bien dans leur parcours parallèle. Et puis, en fait, moi, j'aime énormément cette idée aussi que personne n'a de backstory, personne n'a de lore, et on s'en fout, quoi. Effectivement. En plus, ça marche, c'est ça qui est fou. T'as les sbires de Croquettes et Tubbs qui sont à moitié des espèces de mannequins de supermarché, quoi, qui avec sont là avec Justin Theroux, il y a un acteur de The Warrior dedans aussi. Et je sais pas si vous remarquez, c'est qu'en fait c'est tellement évident, la relation elle est tellement fluide et évidente entre Jamie Foxx et Colin Farrell qu'ils s'adressent quasiment pas la parole du film, en fait. Ils doivent avoir... Non, il y a 5 répliques. Il y a 5 ou 6 répliques ensemble, et ça c'est incroyablement fort. Et encore, ils disent pas je t'aime ou t'es mon pote. Non, c'est juste qu'ils parlent technique. C'est vraiment, tu sais, ils se parlent, mais en plus le film appuie vraiment là-dessus. C'est-à-dire qu'il lui dit t'es où? Je rentre, paf. Et c'est des choses comme ça. Et en fait, ils s'adressent jamais la parole. Il y a rien pour construire leur relation, et pourtant elle fonctionne de manière complètement naturelle et extrêmement fluide, quoi. Donc je trouve que c'est quand même très très fort ce qu'il arrive à faire avec très peu de répliques, très peu d'action, très peu de descriptions. C'est juste un espèce de truc lyrique.
qui coupe à des moments particuliers et qui prend son temps pour tout, quoi. Qui prend son temps pour tout, pour montrer une, je sais pas moi, 35 minutes de scènes d'amour au milieu du film, tu vois, qui sont complètement déconnectés de l'histoire en cours. Et voilà, de prendre son temps de faire les choses, de les filmer comme il a envie. Des gens, les flics qui se baladent, enfin quand tu vois les deux qui se baladent dans une espèce de favela dans la République dominicaine. Voilà, ça dure Ouais. 5 minutes, 5 plombes, ils se parlent. Voilà. Ils se parlent. À un moment, ils vont attendre un mec qui viendra jamais. Et putain, ça fait 4 heures, on rentre. Voilà, c'est ce genre de choses. Et ok, tu vois. Et moi, ça me va. Moi, ça me Ouais, va. pareil. Donnez-moi ça toute la journée et ça va aller, quoi. Donc voilà, je pense que dans son intention lyrique et technologique, il est très très réussi. Après, est-ce que c'est son meilleur film? Non, je pense pas. Je pense qu'en termes de rythme ou de sommet ou même de chorégraphie de l'action, il a vraiment fait beaucoup mieux, mais c'était pas le propos. Donc dans le projet, je pense qu'il pouvait difficilement faire mieux. Donc voilà, je pense que c'est bien, tu vois. Miami Vice, c'est un truc qui est quand même réhabilité avec le temps pour le coup. Alors bien oui, sûr. on a tendance à l'ériger en chef-d'œuvre, je pense pas non plus, hein. Je pense que c'est un truc Calmons-nous. un peu trop personnel. C'est un peu trop le Vanity Project de Michael Mann, pour le coup, Oui, parce pour que c'est un être truc un vrai ça fait chef-d'œuvre. 20 ans qu'il l'avait dans ses cartons, Miami Vice. Voilà, et puis c'est vraiment le moment où il se dit je reprends ce projet-là de cette série que j'ai quand même plus ou moins chapeauté, en tout cas pendant les 2 premières saisons, après il est un peu moins là, mais et je la revisite un petit peu comme j'aurais voulu qu'elle soit à l'origine. Donc c'est un vrai truc perso qui est partagé en fait, qui est partagé à des millions de gens via Universal. Voilà, bon, bah, t'as la chance de le faire, fais-le quoi. Hein. Ah, donc voilà, moi je le trouve réussi pour ça, ouais. Écoutez, on va pouvoir se poser la question fatidique. Est-ce que ce film mérite la shitlist? Karim, est-ce que Miami Vice mérite la shitlist? Pas du tout. Non, pas du tout. C'est un très bon film. En plus, c'est un très bon film qui devient encore mieux quand t'apprends, parce que j'avais fait un peu les devoirs, mais pas autant. Quand t'apprends tout ce qui s'est passé entre les galères, entre le concept de projet Miami Ouais. Vice, tu vois. Ouais, non, c'est vachement bien. Et puis, je crois que ça m'a fait du bien ce matin de voir une espèce de bromance virile un peu pétée. Avec une histoire d'amour au milieu, tu sais, l'histoire passion, tu vois, tu sais, ça m'a un Ouais. peu marqué, tu vois, tu sais, genre, le ressenti de la fougue débile, de la passion subite, animale, de la période lune de miel. Ouais, non, effectivement, ouais, lyrique, c'était le mot que j'avais pas mis dessus, mais vous avez, Marvin Amitué qui est très très bien. Donc ouais, non, ça mérite pas la shitlist, pas du tout. Il y a Le... quand même, juste avant de terminer, il y a ce truc de Michael Mann avec les BO, quoi. On en parlait un Ah peu oui, avant ouais. Ouais, le ouais, film, mais ouais. ce qui est incroyable, c'est que sa manière d'envisager la bande originale, Michael Mann, c'est vraiment pas cinématographique du tout. C'est-à-dire, je mets la musique que j'aime. Tout simplement. Je mets ma playlist, en fait. Non, mais vraiment, c'est-à-dire Ça qu'il marche parce que ça il envisage. encapsule un temps en fait, ça encapsule Et quelque c'est vrai chose. qu'en plus, alors oui, pour le coup, c'est ce qui fait de son cinéma un truc qui est tout le temps hyper ancré vraiment dans une période, Ah, grave. tu vois, de Mais j'ai pas quelques années, souvenir, tu voire vois, quelques j'ai mois. pas souvenir de Hit par exemple qui a ça, tu vois, par exemple. Il te faisait pas ça, mais par contre, Ali fait ça, tu vois. Ouais, Ali Ali fait fait ça, ça oui. à fond. Et il y a beaucoup de gens qui disent, oui, on dirait un clip et tout, mais en même temps, enfin, je veux dire, le cinéma de Man, C'est de enfin, la je veux pub, dire, hein. ça ressemble souvent à un clip géant, tu vois. Et on disait déjà de ça de Miami Vice à l'époque. Je veux dire, le fait justement d'aller chercher, d'avoir ce rythme-là, et pour le coup, la série avait un montage hyper abrupt et il y avait tout le temps des morceaux de l'époque et tout. Donc, Bah il y avait non. ce côté clipesque déjà à l'époque, puisque Notamment, c'était le on talk parle show de la souvent pour génération la au-dessus. série, on parle souvent de cette scène de In the Air Tonight, où c'est une scène en fait qui est alors, c'est important dans la série parce que c'est une scène qui ressort Ouais, souvent en fait dans l'exemple bien sûr. où on suit en fait Crockett et merde, putain. Tubbs. Et Tubbs, Tubbs. avec In the Air Tonight, en fait, ils sont tous les deux stoïques et ils vont droit en fait à se foutre sur la gueule avec un gang en fait et c'est Phil Collins. Et là en fait ils reprennent le même Non, truc, mais ils reprennent la même ça marche. l'interprétation. C'est marrant dit comme ça, mais dans la série, tous les passages musicaux sont incroyables. Je veux dire, la manière dont c'est utilisé, déjà, c'était vraiment fou, quoi. Et puis, c'est vraiment, encore une fois, un truc qui imprime l'époque. Je veux dire, ce n'est pas influencé par l'époque. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser à ces films ou ces shows qui sont des espèces de clips, de 40 minutes. Mais ça, encore une fois, c'est l'empreinte Miami Vice. La manière d'utiliser la musique de cette manière-là en continu dans des épisodes de série. Ça vient littéralement de là, quoi. Moi, mon seul regret dans le film, c'est que Croquette ne soit pas comme dans la série, c'est-à-dire qu'il vive pas sur son hors-bord avec un crocodile, qui J'avoue. s'appelle Elvis. Son crocodile s'appelle Elvis. Putain, Et un alligator, pardon. Pas un un alligator. alligator. Et voilà, je suis juste un peu déçu, mais c'est tout. Ah non, Sinon, c'est dommage. Peut-être dans les scènes coupées qu'on n'a ça pas va. eu.
Je ne le mets évidemment pas dans la shitlist. Y a pas Non, de- mais après, c'est vrai que le reproche qu'on pourrait faire, par exemple, de Michael Mann, comme quoi c'est filmé comme de la pub ou des clips, enfin, après, c'est comme ça, pareil. C'est sa carrière, en fait, parce qu'il a commencé avec Alan Parker, Ridley Scott et Adrian Lyne. Hein. Il était à Londres, Ouais. lui, à ce moment-là. Hein. Putain, mais il le fait très souvent, tu vois. Ali aussi, il a vraiment la même dynamique, quoi. Ali, il a aussi ce truc-là de à la fois documentaire, surréaliste, quoi. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Oui, Quoi. oui, c'est ça, ouais. Ali, c'est ça, quoi. Il y a des séquences musicales qui peuvent parfois être épuisantes et interminables, mais ça fait partie de sa marque de fabrique, quoi. Pour le coup, il fait vraiment ça, et moi, je trouve qu'il le fait très bien. Hein. Il le fait super bien dans Miami Vice avec sa playlist, quoi. Et avec la reprise de In the Air Tonight pendant le générique, d'ailleurs. Qui est justement dans la scène où ils vont dans le trailer park pour foutre la branlée ouais, c'est ça. à une bande de nazis, enfin de néo-nazis, quoi. Donc, ouais. Grand plaisir, donc Miami Vice ne sera pas dans la shitlist, effectivement, parce que c'est quand même bien mieux que cette merde de Dune. On va pouvoir passer au courrier des Durandos. Invasion de Dune 2 recommandations ou pas, du coup, parce que ça, c'était non, question. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça pire que le premier. Mais bon, tu vois, c'est-à-dire que la déception... En fait, le film est probablement mieux, mais la déception est encore plus grande. Voilà. Moi, je pense qu'il a été déjà vendu n'importe comment. Enfin, vraiment, cette stratégie de tout foutre sur le casting, quelle en bande d'enfoirés, quoi. Je sais pas, écoute... Au vu des réponses sous les tweets des fans de Dune, je trouve le public de la SF très très mature et sérieuse, extrêmement puéril. Bon, après, ça tu va. sais que après pour les fans de Dune, je suis d'accord sur un principe, c'est que de la SF de qualité, enfin du moins d'une certaine qualité, tu vois. Là, ça faisait un moment quand même que ça chie un peu dans la colle. Non, mais je dis pas. Donc je pense que quelque part, il y a une espèce d'espoir. Tu vois, il y a un espoir en regardant Denis Villeneuve en disant peut-être qu'on va s'attendre à quelque chose. Donc je pense, je suis quand même, voilà, Moi, j'ai explosé de rire plusieurs fois. Voilà. Attends, laisse-moi deviner. Est-ce que t'as explosé de rire à Austin Butler? Ah bah voilà, j'ai un témoin près de moi. J'en étais sûr. Près de moi. L'introduction d'Austin Butler, là c'était fini. Non mais déjà, le mec n'a pas quitté son rôle d'Elvis depuis 2 ans. Donc, mais il peut, c'était très bien. Moi, j'ai pas de problème avec Elvis, j'aime beaucoup le film. Mais là, par contre, il y a cette scène que vous avez vue probablement tous, où il est dans une arène en noir et blanc, mais alors un noir et blanc immonde en plus. Avec des contre-champs sur le baron Harkonnen pendant que son neveu se bat dans l'arène, genre... Moi, quand ils introduisent... Il y a 2 moments où j'ai explosé de rire, c'est quand ils introduisent Austin Butler et quand il y a Timothée Chalamet à la fin qui commence à prendre sa grosse voix de Muad'Dib pour... non, je dis non, ça va pas. Là. Vous allez trop... Non, ça va pas. Donc non. Vivant le 3, donc on va se marrer, ça va être sympa. Ça va être rigolo. Ça a l'air d'être une cata, mais je le verrai un jour, je pense, Dune 2. Avec grand plaisir. Peut-être pour la shitlist, pour économiser un peu de temps. Non, mais écoute, regarde-le, ça reste un... Non, je le ferai pour la shitlist, la sortie de Dune 3 ou une connerie dans le genre, et puis voilà, je m'économiserai du temps. Moi, c'est bon, le 1 m'a suffi. C'est bon, m'a suffi. J'en peux plus, moi. J'en peux plus. Le courrier des Durandos, c'est votre moment pour parler de Miami Vice, du podcast, ou même de la vie en général. Alors, pour Miami Vice, ça sera bien sûr... Bon, alors, j'ai posé la question sur Twitter. J'ai l'impression que j'ai insulté des mères en demandant si c'était possible d'être dans la shitlist. Non, bien sûr. On a quand même des gens qui sont venus dire leur avis sur le film. Alors, Fucking Cinéphile nous dit polar noir radical où Mann se débarrasse de la superficialité des pop des années 80 pour mieux sonder le désespoir glacial du monde moderne à travers l'ivresse et la mélancolie existentielle d'un amour impossible. Un anti-blockbuster hypnotique et romantique. Complément parfait, hâtif, oui, effectivement, le solitaire, je crois, en français. Je vous aime bien, Fucking Cinéphile, mais vous racontez n'importe quoi. Je trouve que, dans ce qu'il dit, moi, il a pas tort. Alors, non, mais bon, je pense que la série se débarrassait c'est la formulation qui vous emmerde. La superficialité. Voilà. En fait. C'est parce qu'il fallait voir au-delà, mais vous étiez aveugle. Jude 13 nous dit le public, on l'emmerde, ce film est magnifique. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, c'est une bonne take. Shinigar Running nous dit chef-d'œuvre absolu, totalement complémentaire à la série, prêt à mourir sur ma colline sur ce film et Gotti absolument exceptionnel de Jamie Foxx. Ouais, c'est un de ses meilleurs rôles. Alors, moi, pour être honnête.
peut-être. Shinigami Ronin, je connais cette personne. Ouais, bien sûr, t'as dû faire une émission ou deux avec elle, je pense. Non, je n'ai pas fait d'émission avec. Mais je veux rappeler à tout le monde que Camille est fan de Morbus. Voilà. Bon, Chacun sa guerre. Chacun sa guerre. non, mais y a pas de problème. Chacun sa Donc, guerre, il a chacun trop de sa- collines à gérer en même temps, en fait. Il peut pas Ouais, toutes les c'est- avoir. Il y a un moment, il va falloir en choisir une. Hein. Ah, c'est clair. Tuco El Gaucho dit les gens s'attendaient à voir un épisode de Miami Vice et se retrouvent avec Michael Mann qui joue à faire des expérimentations de tournage nocturne avec sa caméra numérique dans un film plutôt lent et lyrique. Chef-d'œuvre. Viandox nous dit Colin Farrell avec un flow de gros baiser de Stuttgart de 1986. Meisterwerk. Ouais, effectivement, ouais, non mais gros flow. Flow respectable. Ah, effectivement. ouais, Flo de Don Johnson, hein, pour le coup. Le Flo de Don Johnson. Alors, question Don Johnson ou Colin Farrell Bah, Don Johnson, tous les jours. Hein. T'es fou. Tous les toi. jours. Tous les jours. Ah, quand même, Don Johnson. Attends, il a un alligator qui s'appelle Elvis. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, déjà, ouais, ça Ah envoie du oui, lourd, quand non, même. mais voilà, Ouais. déjà. Ah oui. Est-ce Et que, puis, il porte est-ce que du- vous rêverez Là, d'avoir un Par alligator contre, pour le coup, tu vois, il était mieux habillé en plus, Don Johnson, quoi. Tu vois, il avait pas le. Voilà, moi j'ai l'impression que. Il a un costard Célio, Colin Farrell. Ouais. Ah non, mais Oh, si, non, c'est non, mal, non, non, non. mal taillé et tout. Rien à voir avec le Armani de Don Johnson, je suis désolé. Oula. Non, le Versace au réveil en pyjama, non, c'était pas la même chose. Je suis désolé, c'était pas pareil. Une autre sphère. Voilà. Ouais, moi, tu me donnes envie d'aller voir la série rien que pour ça. Quoi. Ah, mais Ouais, voilà. on fait un rewatch intégral de la série. Moi, je te dis, tu vas ressortir, tu seras un autre homme. Hein. Ah, putain. Voilà, Ouais, tu je- mettras, Ah, tu mettras un des homme de petits t-shirts blancs moulants sous ta veste à Armani, et puis voilà. Quoi. Ah, bah, Ta veste à peut-être- rayures Armani, tu vois. Putain, mais je vais peut-être Eh faire ouais. ça. Mais C'est ça que je sais on va peut-être faire ça pour le début de la fin. On va regarder Miami Vice. On va peut-être Ah se bah, faire moi, ça. vous m'appelez, et puis. Ah, on est bah, là. y a pas de souci. Let's go. Pas de problème. Let's go. Alors, on va passer aux questions de la semaine. Et la question de la semaine, c'était le film, selon vous, qui est le plus sous-estimé. Et on a deux films. Et ça a été préparé. C'est incroyable. Marvin, Maintenant, on prépare tout. de ton côté, quel est pour toi un des films les plus sous-estimés? Alors, je sais pas, la question est vague et c'est compliqué, hein, on Oui, sait c'est bien, mais compliqué. Ah oui. du coup, j'ai essayé de prendre un film qui est peut-être dans plus ou moins la même posture que Miami Vice aux yeux d'un public plus large. Donc, moi, on a déjà parlé de ce film dans l'émission pendant longtemps, donc je vais pas refaire le dialogue, mais je vais dire Cartel, du coup. Je pense qu'il a un peu la même position à mon sens, pour le coup, chef-d'œuvre, mais considéré comme une gigantesque merde par beaucoup de gens. Trop de gens. Voilà. Trop de gens. Trop de gens. Voilà, On en avait trop de parlé gens, effectivement probablement dans un trop de gens. shitlist dans les pires Ridley Scott. Et c'est un film qu'on avait. Et vous pouvez réhabilité. réécouter le j'ai dit sur les films Ridley Scott et on vous explique pourquoi vous comprenez rien, quoi. Bah, j'irai pas jusqu'à là, mais en tout cas, oui, Bah, si, si, effectivement, bah, tu peux, moi c'est un j'irai. film- C'est un film qui a été super mal vendu. C'est une sorte de No Country for All Men, mais encore plus vénère sur le côté misanthrope. Vraiment Ouais, dans c'est le ça, sens ouais. où il y a une galerie de personnages, c'est tous des teubés. C'est tous Un des film, gros cons. un film sans lumière au bout du tunnel du tout. Ouais, voilà, oui, Tellement oui, pas. oui, oui, Voilà, où ce qui est difficile à appréhender, hein, je le conçois. Bah, disons que le final, quand t'as passé le final, t'es là, bon, bah, je vais crever. Je vais aller crever. bien sûr. Je vais mourir. Mais c'est ce que le film te dit en fait. Tu vas Oui. crever. Va mourir. De toute façon, Tu vas mourir. Quoi que tu fasses, Maintenant, tu vas mourir. demain, plus tard, mais tu vas mourir. Tu vas mourir. Mais c'est ça qui est assez incroyable. Et puis, il y a des scènes de fou, quoi. Enfin, je veux dire, la scène de Oui, baise oui. de Cameron Diaz qui est en train de baiser un pare-brise. Ah, mais Là, devant Javier Bardem qui est là. qui enterre Incroyable. Titan chaque jour. Ah, bah là, oui. Voilà, ça, on a déjà évoqué les scènes en question, le bolito incroyable putain. truc machiavélique et terrifiant. Voilà, et les scènes les plus terrifiantes, c'est même pas celles que vous voyez, c'est celles où les gens expliquent des choses, quoi. Quand on l'a déjà dit, mais quand on vous expliquera dans Cartel ce que c'est qu'un bolito ou ce qui se passe quand on fait un snuff movie, c'est vraiment là que t'as peur en fait. Oui, alors ce qui se passe quand tu fais de la merde avec le cartel et qu'on Voilà. qu'on explique On te complètement dit ce qui qu'on va se fait avec, passer de manière avec ton très cadavre. calme et posée, et que tu comprends que de toute façon ça arrivera, tu n'as pas le choix. Expliqué voilà. par un Brad Pitt déjà accusé de violence à sa meuf, c'est déjà terrifiant. Alors déjà. Non, alors Brad Pitt, il explique que c'est ce que c'est que le bolito, lui. Ah non, il parle aussi du stuff movies, oui. C'est lui qui explique ça à Michael Fassbender. Ouais. Voilà, en plus, ça prend un peu plus d'épaisseur, du coup. Ah, Mais voilà. Et d'ailleurs, il finit très mal, donc ça plaira à beaucoup Ah de ouais. monde. Oh, oui, Mais oui. voilà, oui, c'est le grand film sur la fatalité. C'est Il est Cartel. toujours encapsulé, toujours avec une belle image, parce que Ridley Scott, Voilà, parce que avec on nous fait Ridley plaisir. Scott, parce que c'est magnifique. Et voyez, pour le coup, vraiment, la version longue. Ouais. S'il vous plaît. Oui, parce qu'il y a deux versions, effectivement, dans la version cinéma, Ouais, celle pour qui le s'est coup, fait là, il y démonter. a un vrai écart, il y a carrément des scènes en moins, il y a des personnages qui disparaissent.
Voilà. Oui, Oui, c'est un peu c'est charcuté, mais ouais, la version longue, effectivement, si vous avez moyen de la mettre dessus, c'est un excellent banger. Oui. Karim, de ton côté, du coup, qu'est-ce que tu nous proposes en film de plus sous-estimé? Ouais, compliqué comme question. Alors, on en avait parlé déjà un peu à travers les Rivières Pourpres, on en a reparlé tout à l'heure déjà, mais ça va être Le Sixième Sens de Michael Mann ou Manhunter en version originale, qui est factuellement, on va dire, je crois, la première adaptation en fait de l'univers d'Hannibal Lecter. Et en fait, c'est la version originale du film Dragon Rouge qui est sorti 15 ans plus tard. Ouais. C'est Ah, de c'est Brett de Brett Ratner. Ratner. Super. Ah, incroyable, super cinéaste. J'adore. C'est un film complètement fou donc qui reprend, donc c'est pareil, thriller psychologique où William Peterson, je crois que Oui, son ça, nom le nom c'est d'acteur. Will Graham. William Ouais, non, Peterson. ouais, ça c'est le nom d'acteur, mais Will Graham, ouais, en fait, c'est clairement que c'est un mec du FBI qui va rentrer dans tout ce qui est profiling et on va suivre donc le tueur au dragon rouge. Le film, bon, déjà, c'est une enquête policière qui est ouf. Psychiquement, c'est assez ouf. C'est très psychédélique. Il y a déjà un jeune Michael Mann à la caméra qui tranche énormément sur les couleurs, hein. C'est un film assez fou. Et c'est un film, en fait, autour de moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui le connaît. Et surtout, j'ai l'impression que dans l'univers, en fait, Hannibal Lecter, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, celui-là, j'ai l'impression qu'il n'est jamais considéré. Alors que on est clairement dedans, hein, parce que c'est la première adaptation. On a le docteur Hannibal Lecter hein, qui est déjà, effectivement, enfermé Et Brian sous Cox, d'ailleurs. Ouais, Brian Cox, Tout à on a fait. Hannibal Lecter. Ouais, Mmh. effectivement. Non, et puis des scènes, je il y a des trouve scènes terrifiantes. Il y a des scènes terrifiantes dans ce film. Tout à fait. Vraiment terrifiantes. Le tueur, le dragon rouge, qui Ouais, s'est ouais, appelé, ouais. il Je a sais fait pas des s'il dents s'appelle tous le les Dragon Rouge dans le. Non, dans Manhunter, c'est pas le Dragon Rouge. Je sais plus quel c'est, nom il a. je crois que c'est la fée, enfin, c'est la fée des dents ou Ouais. Ouais, Tooth ça Fairy, doit être ça, ouais. c'est Ouais, ça. ouais, Tooth Fairy, ouais, c'est Et ça. il parle du dragon rouge parce que justement, en fait, il y a veut un devenir. mythe, en fait, il avait vu. Ouais, il avait vu ça. Et c'est vraiment complètement fou. C'est moi qui adore les esprits malades, on est complètement dedans et on Ah est ouais, malade, non, que ce ouais. soit chez l'enquêteur comme chez le fou, le tueur qu'on va suivre. Donc ouais, c'est un film assez dingue et je trouve factuellement que c'est un film qui est vraiment méconnu à tel point que quand tu dis Le Sixième Sens, Tu penses personne à ne... Natural Voilà, tu vois, tout le monde Ouais. pense au Ça se Sixième Sens. défend, ça se défend. Non, Non, je mais dis pas c'est. parce que le film, quand même, il est un peu obscur quand même, tu vois, 86, je sais pas s'il a été ultra bien distribué après, Ah, je pense que c'est mais un film pour le coup qui a vraiment retrouvé un peu de sa superbe plus tard, quoi. Parce que après l'explosion de Michael Mann, les gens ont commencé à regarder ça et à se dire bon, c'est vrai que c'est peut-être. quand même vachement bien, quoi. Et Moi, je vous l'ai vous rappelez découvert que c'est cette période où William Peterson a fait un run To Live and Die in LA Manhunter Oui, et ensuite il a disparu. Paru. Personne ne sait pourquoi. Il est revenu dans Les Experts. Voilà. Donc Mais non, mais moi, pour moi, c'est un mec, il a fait. Il est un perfectionniste, dans le sens où il dit ah, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux, je me casse. Police fédérale Los Angeles, Manhunter, et il a dit bon bah voilà. Non Salut. mais en vrai c'est un grand mystère. Hein. Ouais, moi je Vraiment. pense que en gros, responsabilité de famille, il s'est dit j'ai un gamin où il a dû avoir un truc comme ça, il a dû se dire bon allez, je me calme et je reviens plus tard. Quoi. Moi, pour moi, c'est une théorie. Hein, qui peut se J'ai tenir. cherché, hein. J'ai cherché. On ne sait pas. Voilà. On ne sait pas. On ne sait pas. Non, mais en tout incroyable. cas, il y a dans le sixième sens, il y a au moins une scène moi, qui me terrorise, c'est quand t'es en POV, en point de vue du tueur qui est en train de s'infiltrer justement chez des gens là, enfin chez ses prochaines victimes. T'es là, tu sais, putain, mais tu fais mes putains de merde. Et puis à un moment donné, il torture un mec ou un keuf, je sais plus. Et à un moment donné, en fait, il va le cramer, il balancer en fauteuil roulant dans un parking là, en mode random. Tu t'y attends pas en plus à ce truc là. T'as des trucs, enfin, c'est assez terrifiant. Mais je pense qu'après, effectivement, le sixième sens s'est fait éclipser malheureusement par le succès de Seigneur des Anneaux et de l'exploitation derrière qui s'est fait. Basé Seigneur sur des le Anneaux. Seigneur des Anneaux. T'es perdu. Enfin, le silence des Anneaux. Perdu, Ouais. Luc. T'es perdu. Ouais, je suis encore baisé On l'a par fait Peter tous, Jackson. Putain, quel enfer. Non, mais il s'est fait avoir Toute en notre fait vie va par. nous baiser, Peter Jackson. Putain. Il va nous casser les couilles. Non, mais voilà, il s'est fait avoir par effectivement le succès du Silence des Agneaux et que de l'exploitation qui est passée derrière ce film en fait, de Hannibal carrément. Lecter, tout ça. Ouais, bien Et sûr, du Hannibal, de Ridley Scott, de Dragon Rouge, même de Brett voilà, et Ratner, en fait, on oublie beaucoup Ouais. celui-ci au milieu dans les années 80, voilà, première adaptation. Alors que factuellement, hein, c'est le C'est meilleur. le meilleur. En vrai. Non, mais en vrai. Je veux dire, il n'y a Bah, même pas photo, tu vois. Visuellement, c'est celui, je trouve, qui est le plus Ah abouti. bah. Ouais, Voilà, tu quand peux même. pas chier là-dessus, quoi. Et que je pense. Alors après, il est quand même à égalité au niveau de la terreur. Je pense qu'il est en égalité, en fait, les deux par rapport au Avec l'antagoniste. Silence des agneaux. Ouais, Ouais. non, mais après, il y a Anthony Hopkins qui surporte Voilà, je pense que c'est Voilà, Anthony le Hopkins silence qui des fait agneaux, le tu vois. Voilà. En fait, le jeu d'Anthony Hopkins, c'est plus de la suggestion.
que le rôle qui a été interprété, alors je sais plus qui est l'interprète de la Fée des Dents dans Manhunter, mais effectivement, lui, c'est plus quelque chose d'encore plus vénère. Enfin, on voit, c'est plus visuel quand même quand ce qu'il met en action, quoi. Parce qu'il est pas en tôle, justement, quoi. Donc non, vraiment, ouais, excellent film, Manhunter. Et ben écoutez, on va pouvoir passer aux recommandations culturelles. Alors, je sais que là, il y a une série qui vient de débarquer. Là, sur FX, sur Hulu, sur Disney, qui est Shogun, Marvin. Voilà, Shogun. c'est ça. Non, mais parce que en fait, je continue de prendre des risques parce que rappelez-vous, Ah bah, alors rappelez-vous, j'avais Previously recommandé on Monarch. Cheatlist. J'avais recommandé Monarch. Terrible erreur. Au bout de 2 épisodes à chaque fois. Ensuite, au bout de 2 épisodes, j'avais recommandé True Detective Night Country. Pire erreur encore. Ça, par contre, frère, ça, je me suis fait baiser. On s'est fait baiser la gueule aussi. On va pas spoiler, mais il y a un gang en question dans le dernier épisode qui nous a tous mis sur le. Moi, je m'en branle. Je dis le gang de femmes de ménage, comme on l'avait dit. Le gang de femmes de ménage. Voilà. Le gang des femmes de ménage. Bon, on s'y attendait pas. Voilà, merci. Mais merci en tout cas d'avoir proposé ça. Fin audacieuse. Je reprends une série avec 2 épisodes actuellement. Et puis je tente, je remets une pièce dessus après 2 échecs. Donc voilà, je mets une pièce sur Shogun. Et à la fin, tu vas te rendre compte qu'en fait, le complot en fait était organisé par les femmes de ménage du dojo. Exactement, les femmes de ménage japonaises cette fois-ci. Voilà. Mais on en reparlera à la fin de la saison pour faire un bilan pour savoir si je me plante à chaque fois ou pas. Mais pour le coup, je n'ai fait que suivre la hype, tu vois. Même s'il n'y avait pas tant de hype que ça sur Night Country, je m'étais fait un peu avoir quand même. Mais pour l'instant, donc c'est une série, alors qui n'est pas japonaise, hein, c'est une série américaine qui est produite par FX, Hulu, etc. Tout le bordel Disney Plus ici, mais qui a quand même la bonne idée d'être produite par Hiroyuki Sanada, qui c'est quand même un truc sous son impulsion. Qui considère comme étant enfin une porte d'entrée cohérente pour les Occidentaux vers la culture japonaise. Voilà, c'est comme ça un petit peu qu'il le vend. Alors il y a un petit peu de blabla marketing derrière tout ça. Bien sûr. Il n'empêche que pour l'instant, ça sent la thune. Hein, déjà. Non, mais déjà, c'est agréable. Ah bah oui, ça c'est indéniable. Sans l'argent. Moi, je trouve ça assez passionnant. En plus, on introduit l'occidental dans l'histoire et je trouve que c'est assez bien foutu, justement. Ça se joue un peu comme Silence de Martin Scorsese, un petit peu. C'est à peu près dans les mêmes ça se passe après, puisque c'est après l'Inquisition portugaise et tout ça, mais enfin la tentative d'Inquisition, voilà. Mais et vous avez effectivement, alors je vous rappelle, hein, comme à chaque fois qu'on a ce genre de prod, et c'est obligatoire, le bingo. Donc, vous savez de qui je veux parler. Évidemment, vous avez 2 acteurs japonais, lesquels on a pris. Réécouter notre épisode sur 47 Ronin, ils sont toujours là. Mais voilà. Mais sinon, en plus, le film est quand même, la série est quand même majoritairement tournée en japonais. Donc les dialogues sont en japonais, ce qui est quand même un effort hein, pour un truc produit par FX Hulu, faut pas se mentir. Ils auraient pu les faire parler en anglais en permanence. Hein. Clairement, je veux dire, on n'était pas à ça près. Honnêtement, j'ai eu un doute. Hein. Mais voilà, pour l'instant, 2 épisodes, énorme production value. Alors parfois c'est de la poudre aux yeux, mais on va voir. Énorme production value. C'est quand même bon pour l'instant, on a une espèce de saga qui me semble intéressante avec des vrais enjeux. Il y a quelques scènes d'action qui sont très réussies. Alors, est-ce que la série va tomber, on va dire, dans l'espèce de Game of Thrones-like en tout cas, c'est vendu comme ça, et c'est un souhait de la plateforme. Puis c'est des gens qui l'ont un peu comparé vite à ça, mais en tout cas, est-ce qu'il va tomber dans l'excès de je fais du graphique pour faire du graphique en oubliant un peu tout ce qu'il y a derrière? Je ne sais pas, on verra, c'est toujours le risque avec ces trucs-là. Mais écoute, au bout de 2 épisodes, moi je suis quand même bien hypé. Alors, me suis-je encore une fois lamentablement planté? Peut-être. Mais j'y crois. Là, j'y crois un peu plus, tu vois. On verra donc. Je sais pas combien il y a d'épisodes. Il y en a, je sais plus, 8 ou 10, je crois. Ouais, donc c'est dans 2-3 mois qu'on pourra dire. D'ici 2-3 mois, on pourra dire est-ce que. D'ici 2-3 mois, on pourra dire désolé. Un podcast d'excuses. Un podcast d'excuses pour l'année de série de merde qu'on s'est tapé. Est-ce qu'on m'aurait pas vendu Godzilla pour me mettre des petites araignées à la place? Enfin, je ne sais pas, tu vois. Mais est-ce que ça fera le même effet? On verra.
On verra en tout cas. Shogun sur FX, donc il y a 2 épisodes pour l'instant. Enfin, je crois que quand ça va sortir le podcast, il y en aura 3 à peu près. Karim, de Tous ton les côté. mardis, donc. Ouais, on verra. Karim, de ton côté. La reco que j'étais pas prêt à faire moi-même. Rentrant jeudi dernier un peu bourré chez moi, je me suis accaparé une série de télé-réalité avec madame sur Netflix qui s'appelle Là, ça c'est l'esprit, L'Agence. ça c'est l'esprit, mon pote. Ça Ah, c'est putain, l'esprit. l'immobilier de malade. luxe en famille. Alors, c'est extraordinaire, concept de la série. Donc, c'est les séries font des épisodes de 50 minutes. Il y a 4 saisons, à peu près 4, 5, 6 épisodes max à chaque fois. Et on suit une famille, donc ils sont tous agents immobiliers, famille Kretz. C'est papa, maman, 4 fils. Donc il y a une partie en fait qui est très cool. On voit des agents immobiliers qui vendent des biens de luxe à Paris et pas que à Paris. Ça finit des fois à Saint-Barth, il y en a en province, il y en a un peu partout et c'est des baraques entre je sais pas 5 et 20 millions d'euros, tu vois. Alors déjà c'est cool parce que quand t'as mes beaux intérieurs machin et tout, ça claque des culs, c'est très bien filmé. Mais surtout entre ça, faire des épisodes de 50 minutes, ça ressemble réellement à Plus belle la vie parce que c'est une télé-réalité avec leurs histoires de famille et c'est fou. C'est absolument fou, c'est génial, je veux dire, c'est tout est scripté évidemment, je veux dire, tout est écrit, mais c'est Emily in Paris, mode agent immobilier. Ils habitent tous dans des endroits formidables, ils ont des habitudes extraordinaires, ils font tous des brunchs. Il y a des histoires, genre il y a un lore avec genre le dernier Valentin qui passe son bac, je veux dire, c'est qui va te tenir pendant Oh, 2 saisons. La rivalité entre Ah non, mais je Martin prends, moi. et le Je prends, mec, je prends. voilà, je veux dire, c'est avec les parents au milieu et des enjeux aussi, parce qu'au fur et à mesure, ils essayent de Bah oui. grandir. Par exemple, fin de saison 2, je sais pas ce que j'ai fait que les 2 premières saisons, ils essayent Ah ouais. d'avoir un certain Daniel, je sais plus quoi, qui est un agent immobilier international. Et en plus, bon, enfin, c'est extraordinaire parce qu'en plus, des fois, ils essaient de faire interagir les deux parce que des fois, ils font des concours pour essayer de vendre des maisons où ils font un peu des concours de bits, ils font des paris. C'est génial en fait. Alors, c'est génial, non, cette vérité, c'est nul, hein, c'est la pire Oui, reco oui. que je vous fais. Par contre, c'est un divertissement stupide. Je l'ai fait Oui. avec alcool, c'était très cool. Je l'ai fait sans, Sobre, ça c'est bien. passe. Ça passe, ok, d'accord. Ça, Ouais, ouais. ça passe. Moi, ça peut pas devenir mon rendez-vous, voilà, tu vois, mais en vrai, ça montre vraiment par contre des endroits chiadés, genre, la fois je pensais à Marvin et à Alizé, ils montraient des baraques à Annecy, genre avec des piscines souterraines qui sont genre taille piscine municipale, tu vois. Dire, c'est extraordinaire. Mais un jour, Voilà. je l'aurai, Karim, t'en fais pas. Mais quand Tu tu viendras, veux, vous Et on viendrez, on fera, sera tous. et on fera une saison de l'agence On dedans. sera dans la piscine et il y aura un hors-bord et un alligator. Ah oui, Voilà. je Elvis veux un sera là, mon Bien pote. sûr. Elvis sera Il là. s'appellera Johnny Cash, le mien. Oh, Mais, bah d'accord. Chacun ses choix. voilà. Parfait, parfait. Donc Faut voilà, savoir. l'agence immobilier de luxe sur Netflix, dispo dès maintenant, voilà. Ouais, bah écoute, c'est parfait ça. Bah du coup, si on va être dans ce sens-là, moi je voulais recommander Final Fantasy VII Rebirth, mais on s'en bat les couilles. Finalement, l'île de la tentation saison 2. Non, je l'ai déjà faite. Non, ça marche pas. Ça marche pas parce que je l'ai Non, déjà mais faite, mais elle est disponible en replay et c'est incroyable. Franchement, c'est absolument débile. Une belle leçon de montage aussi et big up à tous les monteurs qui sont en train de travailler dedans. Putain, vous êtes des malades. Mais non, il y a Love is Blind aussi sur Netflix, c'est incroyable. Love is Blind, c'est pareil. Le principe, c'est quoi? C'est plusieurs célibataires américains, que ce soit des mecs ou des meufs, qui essaient de se dater en ne se voyant pas. Ils se rencontrent dans des petits pods et ils se parlent entre eux. Et il y a des psychopathes, il y a tout en fait. Mais c'est stagé comme des Américains savent stager les trucs. Donc ils sont tous complètement cons parce que nous, Européens, quand on voit des gens comme ça, en fait, ils sont naturels, eux. Mais nous, quand on les voit, on se dit putain, ils sont complètement cons ces Américains. Mais c'est voilà, c'est le petit plaisir. J'ai arrêté au bout d'un épisode. Je sais que ma meuf a continué et qu'elle a adoré. Mais que voilà, mais j'ai la trouvé brèche, ça là, vraiment en très parlant de drôle d'une télé. certaine manière. Non, mais vraiment, moi j'ai une passion Vous de vous rendez télé-réalité compte de en ce ce moment que- qui est pas mal. Vous vous rendez compte de ce que vous osez recommander à notre auditoire cinéphile c'est- Ouais, mais j'avoue, bon, putain. d'un autre côté, Ah. d'un autre côté, moi j'ai envie de te dire, moi les mecs qui me parlent tout le temps de cinéma, je les fuis. T'as raison. Bah non, mais franchement, t'as le mec qui me dit, ah, j'ai regardé ça, Ah non. j'en ai rien à branler, casse-toi. Ah ouais, Casse-toi. littéralement, Ah non, mais moi, je t'as suis les mecs qui 100% essaient de me... d'accord. Moi je te dis, dans la réalité, les mecs qui essaient de me parler de cinéma, je m'en bats les couilles. Ta Ah, mais gueule. en vrai, Fais on autre les- chose, on les- fais on autre les chose de fait- ta vie, frère. je fais une roulade, moi. Ah voilà, non, j'appuie je sur fais rond, roulade. j'appuie sur rond, frérot, là je fais... Le mec il me dit moi j'ai plutôt pensé ça. Non, moi je refuse de Je vais boire un débattre de café. cinéma avec Ouais. qui que ce soit Ah, c'est en pareil. dehors du cadre de cette émission. Voilà, je vous le dis. Ah, parce que clairement. c'est pareil en fait. Donc nous, on vos a une- comptes, Non mais n'oubliez vos pas, comptes n'oubliez à pas. cent- non mais n'oubliez Non, pas mais que vas-y. Des humains. d'une on a une vie Oui. et de deux on s'en branle de vous. Donc non mais dans le sens où Ce qui est honnête, les comptes- vraiment. les comptes en 150 abonnés qui viennent sous les tweets sur Dune dire et toi t'as pas aimé alors que moi je trouve mais je ne vous lis pas en fait. Je m'en fous en fait. Je m'en fous que vous ayez aimé. Il a vraiment. Donc il ne a le raison. faites pas. Voilà. Il a raison. Voilà, Ah oui, mais c'est Cole, tout. t'es en retard, casse-toi.
Mais le Ouais, truc, bah c'est ouais. qu'effectivement. Salut, Il a pris sa douche euh, annuelle, hein, donc ça lui a pris un peu de temps. Ah bah oui, mais effectivement, c'est un chef-d'œuvre. C'est un très bon film en tout cas. Mais oui, effectivement, oui. Non, voilà, moi, c'est pareil, c'est le cinéma, au bout Ouais. d'un moment, voilà, c'est rigolo. Non mais On se marre bien. Mais voilà. voilà, on se marre Stop. bien, on est là. Ah, Tu vois, il y on a est un là. cadre défini. Mais dans la vie, Voilà. on n'a pas envie de débattre, on s'en fout. Je veux dire, bon. Dans la vie, on est en train Voilà. de survivre là, comme des cons, en train de se. Ouais, voilà. Ah, nous, on a des vrais problèmes dans la vie au bout d'un moment, tu vois. Putain. Voilà. Hein, Luc, Ah, il faut putain. finir cette émission. Non, notre chat nous a bloqué la plaque vitrocéramique. Il va falloir que je finisse cette émission pour réparer ce petit problème. Notre Il chat est en train de se faire, il est Ah. en train de se faire à manger en ce moment. Voilà, et je vous disais que j'avais des problèmes, et voilà les problèmes, moi, que j'ai dans la vie. Voilà. Nous, on Voilà, a des donc, vrais je- problèmes. C'est On a des pas. vraies- chose à Voilà, foutre, on a voilà, des vrais clairement. problèmes. On pense à autre chose que des vers géantes sur du sable. Excusez-nous. hein. Excusez-nous, pardon, désolé. Voilà, pardon. Voilà, exactement. Alors écoutez, écoutez, c'est formidable. On a eu des recommandations, plein. Si, juste Final Fantasy VII Rebirth, juste en une phrase, c'est incroyable. Claude, pour gagner de la vie et des PM et tout le groupe en fait, il doit s'asseoir sur des bancs avec un coussin d'hémorroïdes. Voilà, et ça c'est trop cool. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. incroyable. Et Vendu. ça, Non, ça, c'est cool. 10 sur 10, chef-d'œuvre. Achetez-le. Voilà, on va Exactement. pouvoir finir cette émission. Merci Marvin, merci Karim, et merci au chat de nous Et avoir vous. suivis jusqu'au bout. Merci aux auditeurs aussi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à faire quelque chose que vous ne faites pas souvent. Soutenir le podcast sur Patreon, bien entendu. Bien Effectivement, sûr, avec différents évidemment. forfaits. Le forfait 3€ pour avoir l'épisode en avance, le forfait 5€ pour avoir l'épisode en avance et les épisodes exclusifs. On a sorti un épisode exclusif il n'y a pas si longtemps que ça qui s'appelle Like a Dragon Infinite Wealth, voilà, pour les gamers. Et le forfait à 10€ Hall of Fame, alors vous avez tous les bonus plus des stickers, voilà. N'hésitez pas à donner. Et puis un remerciement éternel. Et le remerciement éternel, Seb Natch, Will Stitch, Jérémy Courtemanche, Jonathan Cassès, Aurel Bauer, The Griff Keeper. Vous êtes géniaux, ne changez rien, vous êtes incroyables. Remerciement éternel tant que vous payez. non. Alors, Non, je remets les choses à leur place. hein, C'était marqué dans les petites lignes. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour encore un lundi. Donc, on enregistrera encore lundi. Mais je ne sais plus quel film on a encore choisi. Bon, Celui-là, quand même. mais le planning. La maison, la route. La maison, la route. Ah putain, merde. Ah oui. Mais oui. Ah oui. Oui, parce que c'est vrai qu'on va avoir les Oscars là, bientôt. Et oui. Et on a décidé de vous parler du pire Oscar. Enfin, après Shakespeare in Non. Love. Mais. Ah bon. Il n'y a Non. pas un autre film avant. Non. La maison, la route. Traduit littéralement, Luc. The House. Attends. Roadhouse, bordel. Ah, mais merde. Ah oui. Ah, mais je crois. Ah. Aristotle. Ah. Mais oui, C'est eh pas encore oui. Green Book. Alors, Green Book, c'est dans 2 Après, semaines. des Non, choses. Green Book, ça sera pareil. Vous le Donc savez lundi, d'avance. attendez, lundi, techniquement, on enregistre sur Roadhouse, l'original, Oui. et normalement, Oui. si tout va bien, j'espère, parce que ça, quand j'annonce, des fois, ça arrive pas, nous avons Stéphane Boulet avec nous, le chauve, le Nous plus avons connu de Stéphane Savoie. Boulet. Excusez-nous, je veux dire, on l'a vu physiquement il y a 3 jours. Il nous a redit, je serai là. Donc, pas de problème. Écoutez, j'espère qu'il sera là, en tout cas, il m'a confirmé, effectivement, parce que normalement, ça devait être un mardi, mais exceptionnellement, Si, on a si. dû décaler un lundi, on a fait une Marvinade. Il a dit oui. Oui, Sachez-le. il a dit oui. Donc, la semaine prochaine, Roadhouse, donc, maison roule, c'est ça, tu me disais? Mais Roule non, maison. la maison, la route. La maison, la Maison, route. Ok. Il était juste. Donc, Ouais. écoutez, moi je l'ai pas encore vu, donc je vais apprécier l'expérience, je pense. Oui, je pense. On va dire, voilà. Écoutez, retrouvez-nous la semaine prochaine. Donc lundi prochain pour Roadhouse. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok et sur notre Discord. 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict et Spotify. Et on se dit à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas d'écouter le début de la fin également. Sex and the City, Grave. incroyable. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Salut. Ciao, bisous. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté. On n'a pas de blé. Mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté.
copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce